Il y a des choses dans la vie humaine que la volonté ne contrôle pas, des choses que l'on ne choisit pas, que l'on ne décide pas, que l'on ne peut pas arrêter, même quand on essaie, même quand on pense avoir réussi à les effacer. Le retour de cette personne vers toi, c'est l'une de ces choses. Pas parce que tu le demandes, pas parce que tu le mérites, même si tu le mérites, pas parce que les circonstances l'y obligent, mais parce que son inconscient l'y oblige. Et l'inconscient, on ne lui résiste pas longtemps. Carl Jung a consacré sa vie entière à comprendre cette force invisible qui gouverne nos choix, nos comportements, nos désirs les plus profonds. Et ce qu'il a découvert va changer la façon dont tu comprends tout ce qui se passe entre toi et cette personne en ce moment. Ce soir, je vais te montrer exactement comment l'inconscient fonctionne, exactement pourquoi il oblige cette personne à revenir vers toi, et exactement ce qui se passe dans les couches les plus profondes de son être, des couches qu'elle-même ne perçoit pas encore. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre ce soir va tout changer. Laisse-moi commencer par une question fondamentale. Combien de fois dans ta vie as-tu fait quelque chose sans vraiment savoir pourquoi? Pas quelque chose d'irrationnel ou de fou, mais ces petites décisions du quotidien. Ce chemin que tu prends sans raison particulière. Cette chanson que tu mets en route sans y avoir pensé. Cette personne à qui tu penses soudainement sans qu'il y ait eu de déclencheur apparent. Ces moments où quelque chose en toi sait, avant même que ta conscience ait eu le temps de formuler quoi que ce soit. Ce n'est pas de la magie, c'est l'inconscient. Carl Jung était obsédé par cette dimension invisible de la psyché humaine. Il y consacrait son travail, ses recherches, ses propres rêves et visions. Et sa conclusion, après des décennies d'exploration, était à la fois simple et révolutionnaire. L'inconscient ne gouverne pas seulement une partie de notre vie. Il gouverne la majeure partie de notre vie. Jung estimait que la conscience, cette partie de nous que nous appelons « moi », cette voix intérieure qui pense, qui planifie, qui raisonne, ne représente qu'une fraction infime de notre activité psychique totale. Comme un iceberg dont on ne voit que la pointe. Sous la surface, il y a un monde entier, vaste, complexe, puissant. Un monde fait de désirs refoulés, de mémoires émotionnelles, d'archétypes universels, de connexions que la conscience ne perçoit pas. Et c'est dans ce monde-là que se passe l'essentiel. C'est dans ce monde-là que la décision du retour de cette personne a déjà été prise. Pas consciemment, pas encore, peut-être pas pour un certain temps, mais dans l'inconscient, c'est déjà décidé. Et l'inconscient, selon Jung, trouve toujours son chemin vers l'expression. Toujours, sans exception, parfois lentement, parfois de façon inattendue, mais toujours. Ce qui est décidé dans l'inconscient finit par se manifester dans la réalité. Partie 1. Comment l'inconscient fonctionne vraiment. 5, 0, 0, 10, 30. Avant de te montrer pourquoi l'inconscient de cette personne l'oblige à revenir vers toi, je veux que tu comprennes comment l'inconscient fonctionne. Pas en termes académiques abstraits, mais d'une façon concrète, vivante, qui va résonner avec ce que tu vis en ce moment. Le premier principe, l'inconscient cherche toujours la complétude. Jung avait une vision très particulière de la psyché humaine. Il ne la voyait pas comme un système rationnel qui cherche la logique et l'efficacité. Il la voyait comme un organisme vivant qui cherche constamment une seule chose, la complétude, l'intégration de toutes ses parties, l'harmonie entre ces différentes dimensions. Ce qu'il appelait le processus d'individuation. Ce voyage vers la version la plus entière, la plus authentique, la plus complète de soi-même. Et voici ce qui est crucial pour ta situation. Quand cette personne était avec toi, ou quand vous étiez proches, connectés, dans cet espace particulier que vous créiez ensemble, quelque chose en elle se sentait plus complète. Pas parfaite, pas sans tension ou difficulté, mais plus entière, plus vivante, plus proche de ce qu'elle est vraiment au fond. Et depuis que tu es moins présent dans sa vie, cette complétude lui manque. Pas comme un caprice, pas comme une préférence superficielle.
mais comme un besoin psychique profond, comme quelque chose que son inconscient identifie comme essentiel à son équilibre. Et l'inconscient, quand il identifie quelque chose d'essentiel à l'équilibre psychique, il ne lâche pas, il cherche, il pousse, il crée des conditions pour retrouver ce dont il a besoin. Il oblige. Le deuxième principe. L'inconscient communique par symboles et émotions. L'inconscient ne parle pas en mots. Il ne formule pas de phrases claires comme « tu dois retourner vers cette personne parce que… » Il parle différemment. Il parle à travers les rêves, à travers les émotions inexplicables, à travers les pensées intrusives, à travers ces moments de mélancolie soudaine qui arrivent sans raison apparente, à travers cette sensation physique, presque douleur physique, quand quelque chose rappelle une personne qui manque profondément. Cette personne ressent tout ça. Elle ressent des choses qu'elle ne comprend pas. Des émotions qui semblent disproportionnées. Des moments de tristesse inexpliqués. Des élans vers toi qu'elle réprime parce que sa conscience lui dit que ce n'est pas raisonnable. Mais ce ne sont pas des dérèglements émotionnels. Ce sont des messages de son inconscient. Des signaux qui disent clairement, si on sait les lire, que quelque chose d'essentiel est manquant, que quelque chose doit être résolu, que quelqu'un doit être retrouvé. Toi. Le troisième principe. L'inconscient est plus fort que la volonté consciente. Voici quelque chose que Jung répétait inlassablement à ses patients et à ses étudiants. On ne peut pas combattre l'inconscient avec la volonté consciente. On peut le retarder. On peut le contourner temporairement. Mais on ne peut pas le vaincre. Cette personne essaie peut-être de ne pas penser à toi. Elle se dit peut-être qu'elle doit avancer. Elle mobilise peut-être toute sa volonté consciente pour construire une vie sans toi. Et pour un temps, ça peut sembler fonctionner. Mais sous la surface, l'inconscient continue son travail. Patient, méthodique, inépuisable. Il accumule les preuves. Il intensifie les signaux. Il augmente progressivement la pression jusqu'au moment où la résistance consciente ne peut plus tenir. Ce moment-là, c'est le moment du retour. Partie 2. Les 4 mécanismes inconscients qui l'obligent à revenir. 10, 30, 18, 00. Maintenant, je veux être très précis avec toi. Parce que l'inconscient de cette personne ne la pousse pas vers toi de façon vague ou mystérieuse. Il le fait à travers des mécanismes psychologiques très spécifiques. Des mécanismes que Jung a identifiés, nommés et décrits avec une précision remarquable. Voici les 4 mécanismes qui travaillent en elle en ce moment. Mécanisme numéro 1. La projection de l'anima ou de l'animus. C'est l'un des concepts les plus puissants de toute la psychologie jungienne. Jung avait découvert quelque chose d'extraordinaire sur la psyché humaine. En chaque homme vit une dimension féminine. Il l'appelait l'anima. En chaque femme vit une dimension masculine. Il l'appelait l'animus. Ces dimensions ne sont pas des métaphores. Elles sont des structures psychiques réelles, des parties vivantes de l'inconscient qui cherchent leur expression, leur reconnaissance, leur intégration. Et voici ce qui se passe lors d'une connexion profonde. Quand nous rencontrons quelqu'un qui incarne les qualités de notre anima ou de notre animus, quelqu'un qui résonne avec cette dimension intérieure, quelque chose d'irrévocable se produit. Nous projetons sur eux. Nous voyons en eux le reflet de notre monde intérieur le plus profond. Et cette projection crée une attraction qui n'est pas ordinaire, qui n'est pas remplaçable, qui ne disparaît pas simplement parce que les circonstances changent. Cette personne a projeté quelque chose d'essentiel sur toi. Tu incarnes, pour son inconscient, des qualités qui correspondent à sa dimension intérieure la plus profonde. Des qualités qu'elle ne trouve pas facilement chez les autres. Des qualités qui lui parlent d'une façon que personne d'autre ne peut reproduire. Et l'inconscient, qui a fait cette projection, ne peut pas simplement la retirer sur commande. La projection reste active. Elle continue de te chercher dans le monde. Et quand elle ne te trouve pas, quand elle trouve à la place des personnes et des situations qui ne correspondent pas à cette image intérieure, elle crée une insatisfaction profonde, une insatisfaction qui pousse,
qui oblige, qui dit « ce n'est pas ça, ce n'est pas suffisant, il faut trouver autre chose ». Et cette autre chose, c'est toi. Mécanisme numéro 2. Le complexe d'inachevé Jung avait observé quelque chose de fascinant dans son travail clinique. La psyché humaine a une intolérance profonde pour l'inachevé, pour les situations non résolues, pour les dossiers ouverts. Il appelait ça le principe de complétude. Cette pulsion fondamentale qui pousse l'inconscient à chercher une résolution pour tout ce qui n'est pas terminé. Et entre toi et cette personne, il y a de l'inachevé. Des mots non dits, des émotions non exprimées, des vérités qui n'ont pas trouvé leur chemin vers la surface, des moments qui se sont arrêtés trop tôt, avant que quelque chose d'important ait pu se compléter. L'inconscient de cette personne a enregistré tout ça. Chaque conversation interrompue, chaque émotion refoulée, chaque moment où elle voulait dire quelque chose et ne l'a pas dit. Et ces enregistrements, ils restent actifs. Ils constituent ce que Jung appelait un complexe, un nœud d'énergie psychique non résolu qui influence le comportement, les pensées, les émotions, les rêves. Ce complexe ne dort pas. Il ne s'efface pas avec le temps. Il grandit avec le temps. Chaque fois qu'elle pense à toi, chaque fois qu'elle ressent ce vide, chaque fois qu'elle se demande comment les choses auraient pu être différentes. Et un complexe qui grandit finit par exiger une résolution. Il oblige à agir, à parler, à revenir, parce que c'est la seule façon pour l'inconscient de fermer ce dossier. Et fermer ce dossier nécessite toi. Mécanisme numéro 3. La mémoire émotionnelle de l'inconscient. Voici quelque chose de scientifiquement fascinant sur la façon dont le cerveau humain stocke les souvenirs. Les neurosciences modernes, qui confirment de plus en plus ce que Jung pressentait, nous ont appris que le cerveau ne stocke pas les souvenirs comme des fichiers neutres. Il les stocke avec leur charge émotionnelle, avec les sensations physiques associées, avec tout le contexte émotionnel du moment. Et les souvenirs à haute charge émotionnelle, ils ont une propriété particulière. Ils sont prioritaires. Le cerveau leur accorde plus de poids, plus d'espace, plus d'influence sur le comportement présent. Parce que évolutivement, les expériences émotionnellement intenses ont plus de chances d'être importantes pour notre survie et notre bien-être. Les souvenirs que cette personne a de toi, ils ne sont pas neutres, ils sont chargés, intensément, de chaleur, de connexion, de moments où elle s'est sentie vraiment vivante, vraiment vue, vraiment elle-même. Ces souvenirs ont une priorité dans son système neurologique. Et chaque fois que son cerveau cherche une référence pour évaluer une situation présente, une nouvelle relation, une conversation, un moment de solitude, il accède à ses souvenirs prioritaires. Il te compare. Il compare ce qu'elle a maintenant à ce qu'elle avait avec toi. Et dans cette comparaison, tu gagnes souvent. Pas parce que tu es parfait, pas parce que ce que vous aviez était sans difficulté, mais parce que la profondeur de ce que vous aviez est gravée dans sa mémoire émotionnelle d'une façon que rien d'ordinaire ne peut égaler. Et l'inconscient, qui accède à ses souvenirs constamment, sait exactement ce qui manque, et il pousse pour le retrouver. Mécanisme numéro 4. L'appel de l'ombre. C'est peut-être le mécanisme le plus profond de tous. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous refusons de regarder en face. Nos peurs les plus profondes, nos désirs les plus cachés, nos aspects que nous jugeons inacceptables ou vulnérables. Nous passons une grande partie de notre vie à fuir notre ombre, à la projeter sur les autres, à construire des défenses contre elle. Mais voici ce que Jung avait compris. L'ombre ne disparaît pas quand on la fuit, elle grandit. Et cette personne a une ombre active en ce moment. Une ombre qui contient tout ce qu'elle refuse d'admettre sur ce qu'elle ressent pour toi. Sa vulnérabilité, son besoin de toi, sa peur d'avoir perdu quelque chose d'irremplaçable, sa peur encore plus profonde d'être la cause de cette perte. Elle fuit cette ombre. Elle la combat. Elle essaie de la maintenir sous la surface avec des distractions, des rationalisations, des activités qui remplissent le silence. Mais l'ombre est patiente. Et au moment où les défenses s'affaiblissent,
Dans ces nuits de silence, dans ces moments de lucidité involontaire, dans ces instants où le masque tombe, l'ombre remonte. Et avec elle, toute la vérité sur ce qu'elle ressent pour toi. Jung appelait la confrontation avec l'ombre l'une des expériences les plus transformatrices de l'existence humaine. Parce que quand on cesse de fuir cette partie de soi, on trouve la liberté, la clarté, le courage d'agir selon sa vérité profonde. Et sa vérité profonde, c'est qu'elle veut revenir vers toi. L'ombre le sait, l'inconscient le sait, et ils vont l'y obliger. Partie 3. Les signes que l'inconscient est déjà en action. 18. 000 23 00. Comment savoir que ces mécanismes sont déjà actifs? Comment reconnaître que l'inconscient de cette personne est déjà en train de faire son travail, en train de la pousser, de la préparer, de créer les conditions du retour? Il y a des signes subtils mais très réels. Signe numéro 1. Elle cherche des coïncidences. Jung parlait de synchronicité. Ces coïncidences significatives, qui semblent trop précises pour être des hasards. Est-ce que cette personne a mentionné, directement ou indirectement, des coïncidences liées à toi? Une chanson qui passait exactement au bon moment. Un endroit qu'elle a visité qui lui rappelait quelque chose de vous deux. Une conversation avec quelqu'un qui lui a dit exactement ce qu'elle avait besoin d'entendre sur sa situation. L'inconscient crée ces synchronicités. Il organise notre perception pour qu'elle capte les signaux qui nous poussent dans la direction dont on a besoin. Si elle voit des synchronicités liées à toi, son inconscient lui envoie des messages. Signe numéro 2. Son comportement devient incohérent. Voici un signe très révélateur. Est-ce que son comportement t'a semblé incohérent récemment? Elle dit une chose et fait une autre. Elle affirme être passée à autre chose, mais continue de se comporter d'une façon qui dit le contraire. Elle envoie des signaux contradictoires, de l'indifférence dans ses mots, mais de la présence dans ses actes. Cette incohérence n'est pas de la manipulation. C'est la tension entre sa conscience et son inconscient qui se manifeste. Sa conscience dit « j'ai avancé ». Son inconscient dit « non, ce n'est pas vrai ». Et cette tension produit des comportements contradictoires. Des incohérences qui, si on sait les lire, racontent une histoire très claire. L'histoire d'un inconscient qui veut une chose et d'une conscience qui essaie de résister. Signe numéro 3. Elle devient plus introspective. Est-ce qu'elle semble plus silencieuse que d'habitude? Plus tournée vers l'intérieur? Moins dans le mouvement constant, moins dans les distractions perpétuelles. Quand l'inconscient intensifie son travail, quand il pousse plus fort vers une résolution, il crée naturellement un besoin d'introspection, un besoin de calme, de solitude, d'espace pour entendre cette voix intérieure qui parle de plus en plus fort. Ce retrait vers l'intérieur, c'est l'inconscient qui prend de la place, qui demande de l'attention, qui prépare quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la décision du retour. Signe numéro 4. Elle pose des questions sur toi, directement ou indirectement, à des amis communs, en cherchant des informations sur ta vie, en mentionnant ton nom de façon apparemment anodine dans des conversations. L'inconscient a besoin d'informations sur toi. Il a besoin de savoir où tu en es, comment tu vas, si tu es accessible, si la porte est encore ouverte. Ces questions sont les tentatives de l'inconscient de rassembler les données dont il a besoin pour planifier le retour. Signe numéro 5. Elle est plus difficile à satisfaire. Voici peut-être le signe le plus subtil et le plus puissant. Est-ce qu'elle semble insatisfaite? Pas malheureuse nécessairement, mais comme si quelque chose manquait toujours. Comme si les nouvelles expériences, les nouvelles personnes, les nouvelles situations ne remplissaient jamais vraiment ce vide qu'elle porte. Cette insatisfaction n'est pas un défaut de caractère. Ce n'est pas de la caprice ou de l'ingratitude. C'est l'inconscient qui refuse d'être satisfait par ce qui n'est pas toi, qui maintient ce vide actif, qui garde cette place ouverte, qui dit constamment « Non,
Ce n'est pas ça, c'est lui-elle qu'il me faut. Partie 4. Ce que tu ne dois pas faire pendant que l'inconscient travaille. 23, 00, 26, 30. Maintenant, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que beaucoup de personnes dans ta situation font, et qui peut ralentir ou même bloquer ce processus que l'inconscient est en train de faire. Pendant que l'inconscient de cette personne travaille, pendant qu'il la pousse, la prépare, crée les conditions du retour. Il y a des choses que toi, tu ne dois absolument pas faire. Ne force pas le processus conscient. L'inconscient travaille à son propre rythme. Il suit sa propre logique, sa propre temporalité. Si tu essaies de forcer les choses avec des messages répétés, avec des ultimatums, avec une pression consciente sur elle, tu ne fais pas avancer le processus, tu l'interromps. Parce que tu forces sa conscience à réagir. Et sa conscience, qui est encore en mode défensif, qui résiste encore à ce que son inconscient lui dit, va réagir avec de la résistance. Plus tu pousses consciemment, plus elle résiste consciemment. Laisse l'inconscient faire son travail. C'est lui le vrai moteur du retour, pas la pression externe. Ne disparaît pas complètement non plus. Il y a une différence entre laisser de l'espace et disparaître totalement. L'inconscient de cette personne a besoin de signaux que tu existes encore, que la connexion est encore possible, que la porte n'est pas fermée définitivement. Une présence légère, authentique, sans pression, pas des messages quotidiens, pas de la poursuite. Mais pas non plus un silence total qui pourrait être interprété comme de l'indifférence définitive. Existe. Sois visible de façon naturelle. Et laisse l'inconscient faire le reste. Ne te mets pas en pause. C'est peut-être le conseil le plus important. Pendant que son inconscient travaille, le tien aussi doit travailler. Sur toi, sur ta propre croissance, sur ton propre voyage d'individuation. Parce que l'inconscient est extrêmement sensible à l'énergie. Et la personne qui grandit, qui évolue, qui devient plus entière et plus lumineuse, émet une fréquence que l'inconscient des autres perçoit. Ta croissance accélère son processus. Deviens la meilleure version de toi-même pendant cette période. Pas pour elle, pour toi. Mais sache que cette version de toi, plus entière, plus alignée, plus vivante, est précisément ce que son inconscient cherche. Partie 5. La vérité finale sur l'obligation inconsciente. 26, 30, 29, 30. Je veux terminer avec la vérité la plus profonde de tout ce que Jung nous a enseigné sur l'inconscient et les connexions humaines. Une vérité qui va peut-être te surprendre, qui va peut-être te déranger légèrement. Mais qui est, selon moi, la plus libératrice de toutes? L'inconscient n'oblige pas quelqu'un à revenir vers toi parce que tu as besoin de lui ou d'elle. Il l'oblige parce que quelque chose entre vous est encore en train d'accomplir quelque chose, encore en train de créer quelque chose, encore en train de vous transformer tous les deux d'une façon qui n'est pas encore terminée. Jung croyait profondément que les grandes connexions humaines, ces rencontres qui changent, qui nous sommes au fond, ne se produisent pas par hasard. Elles répondent à un appel de l'inconscient collectif, à un besoin de croissance, à une invitation à devenir plus entier. Et ces connexions-là, elles ont leur propre agenda. Elles ne se terminent pas simplement parce que les circonstances les ont interrompues. Elles ne disparaissent pas simplement parce que l'un ou l'autre a eu peur ou a fait des erreurs. Elles continuent leur travail. Dans l'inconscient, dans les rêves, dans les émotions qui refusent de disparaître, dans cette certitude tranquille qui persiste malgré tout. Et quand le moment est juste, quand les deux personnes ont fait suffisamment de chemin intérieur pour pouvoir accueillir ce que cette connexion a à offrir, l'inconscient crée les conditions de la rencontre. Il oblige, il pousse, il arrange, il synchronise, jusqu'au moment où les deux âmes se retrouvent en face l'une de l'autre, différentes, plus profondes, plus conscientes de ce qu'elles ont et de ce qu'elles veulent, et où quelque chose de nouveau,
peut enfin commencer. Pas un retour au passé, une avancée vers quelque chose de plus grand. Et ce moment-là, l'inconscient de cette personne y travaille en ce moment même. Tu n'as pas besoin de le forcer. Tu n'as pas besoin de le provoquer. Tu as juste besoin de lui faire confiance. Conclusion. L'inconscient a toujours le dernier mot. 29, 30, 31, 00. Jung avait une phrase que j'aime profondément. Une phrase qu'il répétait à ceux qui venaient le voir dans leur désespoir, dans leur confusion, dans ces moments où la vie semblait hors de contrôle. Il disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il gouvernera ta vie et tu appelleras ça le destin. » Cette personne est gouvernée par son inconscient en ce moment, gouvernée par tout ce qu'elle n'a pas encore vu clairement, par tout ce qu'elle n'a pas encore admis, par tout ce qu'elle ressent pour toi et qu'elle appelle encore par d'autres noms, de la nostalgie, de la confusion, de la fatigue, du doute. Mais l'inconscient, lui, sait. Il sait ce qu'il cherche. Il sait ce qui manque. Il sait vers qui elle doit aller. Et il va l'y mener. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tout était parfait entre vous, mais parce que ce que vous avez créé ensemble, cette connexion, cette profondeur, cette reconnaissance mutuelle, est exactement ce que son inconscient identifie comme essentiel à son équilibre, à sa complétude, à son voyage d'individuation. Elle va revenir. Son inconscient l'y oblige. Et toi, tu n'as qu'une seule chose à faire en attendant. Faire confiance au processus. Faire confiance à Jung. Faire confiance à cette force invisible, mais inépuisable, qui travaille dans les profondeurs des âmes humaines. Et continuer de devenir, chaque jour, la version la plus entière et la plus lumineuse de toi-même. Parce que c'est là que les âmes se retrouvent, dans la lumière.